Samuel Jequier, dans une petite note qu'il a faite sur les résultats de cette enquête, comparait cela un petit peu aux résolutions du 1er janvier, de la nuit du 31 Sylvestre. Et donc, vous savez tous peut-être qu'un certain nombre de ces bonnes résolutions ne sont pas forcément toujours complètement suivies des faits. Mais donc, c'est quand même intéressant de voir comment se positionne la population sur un certain nombre d'enjeux. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, deux enseignements principaux. Le premier sur les effets assez inattendus des questions sur la période confinée. Et puis deuxièmement, nous on avait ce sentiment-là à l'IFOP assez tôt, l'idée selon laquelle rien ne sera jamais plus comme avant doit être fortement relativisée. Et ce qui semble se dessiner, ce n'était pas que le confinement ait été une période de rupture, mais plutôt une grande parenthèse qui est en train de se refermer, mais qui va laisser des souvenirs plus ou moins bons et qui va sans doute, plutôt qu'inscrire une rupture, accélérer un certain nombre de tendances qui étaient déjà sous-jacentes ou qui étaient déjà préexistantes ou observables précédemment. Alors, sans plus attendre, donc, les résultats de la première question, puisque Robert Zarader a parlé de quotidien tout à l'heure, tout ça est construit intelligemment. La première question demandait aux Français de comparer leur quotidien pendant le confinement avec leur quotidien d'avant. Et donc, il a été beaucoup dit, à juste titre, que cette période avait été marquée par une privation de liberté, par une inquiétude psychologique et sanitaire importante. Mais quand on interroge les Français sur leur quotidien pendant le confinement, les résultats sont loin d'être tranchés. On a certes à peu près 4 Français sur 10, 38% exactement, qui déclarent qu'ils ont moins apprécié leur quotidien pendant le confinement qu'avant, 38%, mais on en a 42% qui n'ont pas vu de différence patente entre leur quotidien pendant et avant le confinement, 42% des Français, ce qui est quand même un chiffre important. Et puis, élément intéressant, 20% de la population nous dit qu'elle a plus apprécié son quotidien pendant le confinement que son quotidien d'avant le confinement. Donc la balance est certes négative, 20 contre 38, mais vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus équilibrés que ce qu'on pourrait penser spontanément. Et ça nous montre que si le confinement a bien été une épreuve collective, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Alors, autre enseignement et autre élément de surprise, et c'est intéressant quand il y a des éléments de surprise dans les enquêtes, c'est que non seulement on a quand même une part non négligeable de la population qui n'a pas vécu très mal ce confinement, mais d'autre part, ce sentiment d'avoir plus ou moins bien vécu le confinement n'est pas corrélé au statut social des individus. Et donc, on avait échangé pas mal avec Samuel Jequier là-dessus. Tout se passe comme si, en fait, c'était une ligne de faille qui n'était ni sociologique, ni culturelle, ni générationnelle, mais qui était en fait plus psychologique. Est-ce que, et aussi qui avait trait à la composition du foyer, est-ce qu'on était seul avec des enfants, est-ce qu'on a télétravaillé ou pas. Et donc, on a une partie de la population qui, philosophiquement ou psychologiquement, a bien encaissé la chose et l'a bien vécu, et une autre partie de la population qui n'a pas trop vu la différence par rapport à avant. Alors, c'est plus vrai chez les retraités, hein, qui n'ont pas eu de rupture dans leur vie quotidienne. Et puis, une part importante qui, elle, l'a plutôt mal vécu, mais cette part qui l'a mal vécu, on la retrouve dans toutes les catégories sociales. Donc, il y a une dimension, encore une fois, psychologique. Ça, c'est cette épreuve tout à fait singulière qui a scindé la population sur des lignes de faille qu'on ne pouvait pas anticiper, qu'on ne connaissait pas spontanément. Dans le même ordre d'idées, pour montrer que ce confinement n'aura pas sans doute laissé que des mauvais souvenirs aux Français, cette grande parenthèse qui est en train de se refermer, nous avons 6 Français sur 10, 58% exactement, qui nous disent qu'ils ont vécu des choses positives ou agréables pendant le confinement et qu'ils ne font pas en temps normal. 6 Français sur 10, hein, ce qui est quand même beaucoup, quand on regarde dans le détail ce qu'il en est, on voit que sur la diapositive suivante, cette grande parenthèse, ce qui a été bénéfique pour 6 Français sur 10, c'est qu'en fait, elle a libéré pas mal de temps à nos concitoyens pour s'adonner à un certain nombre d'activités, soit qu'ils ne pratiquent pas habituellement, soit qu'ils n'ont pas le loisir de pratiquer suffisamment à leur goût.
Donc parmi ces 6 Français sur 10 qui nous disent qu'ils ont vécu des choses positives, quand on les interroge sur le détail de tout cela, eh bien, 57% nous disent qu'ils ont eu plus le temps pour cuisiner, bricoler et jardiner. Hein, vous savez peut-être que comment dire, les volumes d'achat de produits et d'aliments pour faire la cuisine ont explosé pendant le confinement. La première enseigne, le premier magasin qui a le plus manqué aux Français pendant le confinement, c'était Leroy Merlin. Et donc, on retrouve voilà, la cuisine, le bricolage et le jardinage qui ont été donc du coup des activités intensément pratiquées par les Français pendant cette grande pause et ce qui manifestement leur a tout à fait convenu. Autre élément et non des moindres, le temps pour la cellule familiale, pour son conjoint, ses enfants. C'est cité par 45% de la population. Donc là aussi, bien évidemment, selon ou non qu'on ait des enfants au foyer, qu'on soit en couple ou non, les choses peuvent changer. Mais donc, c'est un moment de respiration qui a été quelque part, par la force des choses, offert aux Français. Ces derniers l'ont apprécié. Un temps de respiration aussi pour soi-même, pas uniquement pour sa famille, et donc mis à profit pour réfléchir, pour méditer, se reposer, 34% pour lire, et puis dans les mêmes proportions, 33% pour regarder des films et des séries, certains ont pu faire les deux, et ensuite 28% pour faire du sport ou des activités physiques. Donc je pense que cette idée d'une grande pause, un moment de respiration, c'est quelque chose qui est important à retenir et donc du coup qui n'a pas laissé que du négatif dans l'esprit des Français. De manière anecdotique, on a travaillé à l'IFOP avec Le Bon Coin, qui nous a donné accès à toute une série de ces données de connexion pendant la période du confinement. Et ils ont mis en lumière que l'heure moyenne de connexion, de début de connexion en matinée, avait été retardée de une demi-heure pendant le confinement par rapport à la période de pré-confinement, comme si les Français collectivement s'étaient octroyé une demi-heure de sommeil en plus le matin. Et on a vu aussi que les jours de pic de connexion pendant le confinement n'étaient pas ceux de la période pré-confinement, c'est-à-dire que le rythme de la semaine avait été considérablement chamboulé dans cette grande parenthèse qui, encore une fois, du coup, n'a pas que laissé des souvenirs douloureux ou angoissés à nos concitoyens. Si l'on maintenant on se projette sur l'après-confinement, il y a une grande question qui a été posée, vous savez, puisque une des grilles de lecture qui s'est imposée de cette épidémie a été la grille de lecture écologique, selon laquelle les racines ou l'origine de ce virus aurait été la destruction des écosystèmes et la mise en contact de la population, de l'espèce humaine avec des espèces d'animaux sauvages, et puis que la vitesse de propagation de ce virus aurait été grandement liée à la mondialisation des échanges. Et donc, derrière toute cette grille de lecture, beaucoup appellent aujourd'hui à ralentir sa propre consommation pour tenir compte à la fois du réchauffement climatique, mais aussi de cette, pour reprendre l'expression de Nicolas Hulot, un petit peu cet dernier avertissement que la planète nous adressait à travers cette crise du Covid. Quand on interroge les Français sur est-ce qu'à la sortie du confinement, ils ont intention de plus consommer, de moins consommer ou de consommer de la même manière qu'avant, c'est le statu quo qui l'emporte, avec 67% qui n'ont pas l'intention de modifier leur volume et rythme de consommation. Mais toutefois, 26% des personnes interrogées, donc ce qui n'est pas négligeable, ont l'intention de moins consommer. Et 7% seulement ont l'intention de consommer davantage. Donc on n'a pas pour l'instant, en tout cas en déclaratif, de phénomène de rattrapage boulimique massif dans la population, de gens qui diraient, bon là on a été bridé pendant des mois et donc maintenant on va pouvoir se lâcher sur la carte bleue. C'est pas ça qui prédomine, c'est plutôt une reprise des activités normales après, encore une fois, cette grande parenthèse, à ceci près que, au moins en déclaratif, 26% ont l'intention de moins consommer. Cette intention de réduire sa consommation, comme on l'a dit en introduction, elle est à relier avec ce qu'on observait avant le confinement, déjà, hein, qui était tout un courant, tout un bruit de fond sur la consommation responsable, consommer moins mais consommer mieux, qui s'était déjà fortement développé. On peut penser que
cette épreuve que nous avons vécue va convaincre ceux qui étaient déjà plus ou moins convaincus d'aller plus loin, plus vite dans ce schéma-là. Autre élément qui va dans le sens d'un confinement et d'une épidémie qui aurait été une espèce de chambre de particules pour accélérer un certain nombre de tendances, la consommation, la propension à la digitalisation de la société, mais également au recours donc en matière de consommation au drive, au click and collect ou à la livraison, eh bien, on a 20% de la population qui nous dit qu'à l'avenir, elle souhaite faire principalement ses courses par ce moyen-là. Alors, c'est encore 80% qui est sur du classique, retourner physiquement dans les magasins ou les supermarchés, mais 20% en termes de masse critique, ça se pose quand même là. Et donc, on voit que des habitudes qui étaient déjà existantes ou qui ont été prises pendant le confinement vont sans doute perdurer à l'avenir. Et donc, tout ça pour alimenter la réflexion d'un certain nombre d'acteurs économiques. La livraison, les circuits, la livraison, le click and collect, tout ça va s'amplifier. Les papiers qui sortent actuellement nous montrent que même si Amazon en France avait dû, par la force des choses, mettre à l'arrêt un certain nombre de ces plateformes, on voit qu'à l'étranger, il risque d'en être de même en France. Amazon risque d'être un des gagnants majeurs de cette période, avec une capacité à fournir une très large palette de produits dans des délais records. Et donc, encore une fois, un certain nombre de clients qui auront goûté aux fruits défendus, si je puis dire, au fait de se faire livrer sur le pas de porte sa commande de course, ne vont sans doute pas s'en détourner. Autre élément de réflexion sur un autre univers qui, là encore, a trait à la question environnementale. Vous voyez que tout ça est intriqué. Est-ce qu'on a l'intention de prendre plus ou moins sa voiture à l'avenir, en tout cas dans les mois qui viennent? Là, il y a deux grandes thèses qui s'affrontent. Encore une fois, en vertu de la grille de lecture écologique qu'on a exposée, est-ce qu'on va utiliser moins sa voiture pour essayer de limiter le réchauffement climatique? C'est le cas de 32% de la population. Et donc, on avait, vous voyez, à la question précédente, 26% de Français qui envisageaient de moins consommer, et on en a là 32% qui envisagent ou qui souhaitent moins prendre leur voiture. Donc, on est sur entre un petit tiers et un gros quart, une masse critique de population qui s'engage dans cette dimension, mais qui doit être mise en regard avec une majorité absolue, 54%, qui nous disent qu'ils vont utiliser davantage leur voiture pour des raisons de sécurité sanitaire. Typiquement pour éviter de prendre les transports en commun. Et donc, là, on va avoir une tension dans la société qui est déjà palpable. Ce sera le cas notamment en Île-de-France, avec toute une partie de la société qui va vouloir, encore une fois, accélérer sur la transition écologique et privilégier les modes de transport collectifs ou doux. Et puis, une autre partie de la population qui s'arc-boutera, elle aussi, sur un argument assez légitime, qui est celui de sa sécurité sanitaire et qui va vouloir privilégier la voiture. Ça, c'est un élément intéressant à avoir en tête, qu'on peut relier avec le niveau d'inquiétude qui continue d'exister face au risque de contamination. D'après les données de l'IFOP, sur d'autres sondages, nous sommes encore à peu près 65% de la population qui se dit très ou assez inquiète face au risque de contamination. Ce score a considérablement décru par rapport au pic de l'épidémie, à la mi-mars, après l'entrée en vigueur du confinement, c'était près de 90% des Français qui étaient inquiets, donc on a perdu quand même pas mal de terrain, mais cette inquiétude est encore très majoritairement partagée dans la population. Et si la peur a été un puissant adjuvant qui a aidé au respect du confinement, les Français, ce peuple de Gaulois réfractaires, comme dit le président de la République, a plutôt bien joué le jeu du confinement, à la fois par civisme, mais aussi par peur d'être contaminé ou de contaminer ses proches. Si donc la peur a été très utile dans la période du confinement, elle constitue aujourd'hui un frein en période de déconfinement pour la reprise d'une vie sociale et économique normale. Beaucoup de Français sont encore inquiets. On a vu, comme on dit en bon français maintenant, ces clusters s'allumer dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans les abattoirs. On voit aussi, et c'est assez légitime en période de peur, qu'on est surtout inquiet pour ses propres enfants
que simplement 20% des écoliers avaient repris le chemin de l'école. Et donc, tout ça s'explique par le fait que plane encore sur la société une peur assez diffuse qui va continuer de flécher un certain nombre de comportements. Ça peut paraître, par exemple, être le cas, j'ai parlé tout à l'heure du click and collect ou de la livraison, c'est pas forcément par commodité, c'est peut-être aussi par inquiétude sanitaire. On vient de le voir pour l'usage de la voiture, et puis on va le voir sur la question suivante, sur l'intention de fréquenter plus, moins, ou ni plus ni moins qu'avant, un certain nombre de lieux ou de commerces. Quand on les détaille, on s'aperçoit que pour tous ces, alors on a parlé des on a testé les cinémas, les restaurants, les commerces de proximité, les supermarchés, les bars et les cafés, les salles de spectacle. Sur tous ces lieux, nous avons entre 55 et 60, quasiment 65% de la population qui déclare vouloir les fréquenter ni plus ni moins souvent qu'avant la crise du coronavirus. Donc, ces scores qui sont majoritaires, voire très majoritaires, nous ramènent à l'hypothèse qu'on a faite tout à l'heure d'une grande parenthèse qui n'allait pas modifier ou bouleverser du tout au tout les grandes structures de la société française. Cependant, si on a donc 2/3 du public qui a l'intention de reprendre ses habitudes, si là c'est l'analyste qui parle et donc il est confortablement installé, mais si on est exploitant ou propriétaire d'un certain nombre de ces sites commerciaux, on ne voit bien pas manifestement forcément d'un même œil les chiffres que Samuel vous présente sur ce tableau. On a effectivement, hormis pour les commerces de proximité hein, qui bénéficient d'une prime de sympathie, puisque simplement 13% des Français ont l'intention de les fréquenter moins souvent, contre 32% ont envie de les fréquenter davantage, soit pour leur donner un coup de main, soit pour se rattraper en termes de contact humain qui nous a tant manqué pendant cette période. Sur tous les autres testés, on est entre 29 et 32%, 28 et 32%, donc quasiment un tiers de la population qui a l'intention de les fréquenter moins souvent, au moins dans les prochains mois. Et donc, ça fait bien évidemment peser sur les chiffres d'affaires de ces structures une menace qui est bien réelle, et ce pour tous les acteurs que nous avons testés, du restaurant et du bistrot au supermarché et au cinéma, en passant par les expositions. Et donc, on a encore là la manifestation d'une peur diffuse dans toute une partie de la population et qui, tant qu'elle sera là, va dissuader une minorité non négligeable qui pèse à peu près un tiers de la population de se rendre dans les lieux fréquentés par le public. Alors, si l'on aborde maintenant une autre question qui est proche de la précédente, sur les changements de comportement ou non qui pourraient se dessiner à la suite de la crise du coronavirus, des comportements individuels. Donc là, on revient un petit peu sur notre jurisprudence du premier de l'an. Hein. Il faut les prendre un peu avec distance, ces chiffres, mais ils indiquent néanmoins un certain nombre de tendances. On peut observer différents aspects. Le premier, c'est que très massivement, les Français, en tout cas en déclaratif, indiquent vouloir être plus attentifs vis-à-vis de leurs proches ou vis-à-vis du reste de la société. 76% pour le reste de la société, 89% pour les proches. Quand on regarde, si on essaie de durcir un peu les positions ou les réponses, les réponses à l'item oui certainement, on est sur être plus attentif à vos proches et à votre famille, 39%, donc 4 Français sur 10, donc là ça pèse assez sensiblement. Sur la bienveillance à l'égard des autres dans la société, le certainement est à 16, donc là ça relativise un petit peu le propos, et le probablement, qui ne coûte pas très cher, si je puis dire, est à 60%. Donc il y a quand même cette aspiration en moins déclarée à plus de sollicitude, de solidarité. Samuel appelait ça davantage de care, on le voit. Il faudra voir à long terme comment tout ça se traduit concrètement, quelle trace tout cela laisse.
L'autre élément intéressant qui se dégage, c'est la prime très forte à la proximité, en partie en lien avec la question de l'inquiétude que nous avons indiquée tout à l'heure. 76% des Français nous disent qu'ils ont plutôt, par exemple, l'intention de passer leurs vacances en France qu'à l'étranger. Alors, tout le monde ne va pas à l'étranger, bien évidemment, habituellement. Et donc, c'est un score qui est très massif cette année. Là, on a peut-être un petit effet de calendrier. Je rappelle que l'enquête a été faite du 19 au 20 mai. Et beaucoup de Français étaient encore dans l'expectative sur savoir si les compagnies aériennes fonctionneraient de nouveau, si tel ou tel pays ou dans lesquels ils ont leurs habitudes serait ouvert aux touristes. Mais donc, il y a quand même cette prime au local. Cette prime au local qu'on observe aussi sur la propension à acheter du Made in France, des produits locaux et Made in France. Alors, comme encore une fois, on est sur ce que les sondeurs appellent un peu des promesses verbales, on avait essayé de durcir un peu l'item en disant, voilà, il y a peut-être une petite condition à tout cela, c'est que ces produits Made in France, souvent, ils seront un peu plus chers. Donc, on avait parlé d'un surcoût de 10 à 15% sur les prix. Et bien, pour autant, 71% des personnes qu'on a interrogées nous disent qu'ils seraient prêts à le faire, dont un petit quart, 22%, qui seraient prêts à le faire certainement. Ça, c'est un élément intéressant qu'on peut lier à d'autres résultats d'enquête que nous avons observés récemment, qui montrent qu'il y a une attente massive de la part de l'opinion d'une relocalisation d'un certain nombre de productions en France. Alors, c'était déjà le cas avant le confinement, mais ça s'est sans doute accéléré à l'aune de ce confinement. Il en va de même, mais à un niveau nettement moins élevé pour ce qui est de l'achat de produits bio, quitte à les payer plus cher. Alors, on avait mis la même surprime de 10 ou 15% de plus sur les prix. Là, c'est 44% des Français qui nous disent qu'ils seraient prêts à jouer le jeu, dont 10% qui seraient certainement prêts à le faire. Vous avez sans doute en tête que la consommation de produits bio a énormément augmenté pendant la période du confinement. Elle était déjà bien orientée avant, mais donc cette tendance semble se confirmer. Mais s'il fallait faire une compétition, on pourrait penser que le produit tricolore a une cote ou en tout cas un potentiel de séduction, d'attractivité qui serait un peu plus élevé que le produit bio. Alors le pompon, c'est s'il est bio et tricolore, non, là on coche les deux cases. Autre élément à intégrer dans le tableau, pratiquer plus souvent le télétravail. Ça, c'est 39% de la population qui nous indique être prête à le faire. Alors, cette question a été posée à tous les actifs et tous les actifs ne sont pas forcément concernés par la mise en pratique du télétravail. Si on est uniquement sur les cadres sont 66% à nous dire qu'ils seraient prêts à travailler davantage en télétravail. Ce chiffre, il ne tombe pas de nulle part. Il correspond à ce qu'on a observé dans d'autres enquêtes pendant le confinement qui montraient qu'à peu près 2 tiers des cadres avaient pratiqué le télétravail. Et donc, ceux qui l'ont pratiqué pendant le confinement semblent avoir adopté ce mode de travail et sont demandeurs qu'on puisse le permettre, alors sans doute pas de manière pleine et entière sur toute la semaine, mais de manière ponctuelle à l'avenir. Enfin, dernier item, est-ce qu'on a l'intention de déménager? Alors vous savez que là aussi, on a beaucoup lu là-dessus. 18% de la population nous dit qu'elle a l'intention de déménager. Alors, encore une fois, l'enquête est réalisée une semaine après la sortie du confinement. Donc, on voit notamment que c'est en Ile-de-France que l'intention de déménager est la plus forte. Hein, donc, il y a peut-être un réflexe un petit peu de demande de respiration qui s'est fait jour dans les résultats de ces enquêtes, des 5 de la population. Donc, il faut là aussi peut-être prendre un peu de recul. Les sites d'annonces de vente ou de vente d'appartements indiquent qu'il y a un engouement pour les territoires périurbains qui se dessinent. Mais là encore, les tendances ne sont pas, comme on dirait à la bourse, totalement stabilisées. Il faudra voir au long cours ce que les choses vont être réellement. Enfin, dernière question qui visait un petit peu à réaliser une synthèse de tout cela. Vaste question. Est-ce qu'on a envie de changer de vie à la suite de l'expérience qu'a constitué le confinement? Là aussi, les chiffres sont intéressants, assez inattendus et assez équilibrés. 9% nous disent que cette expérience
euh, leur a vraiment donné envie de changer de vie, 9%, donc un Français sur 10. 22% que ça leur a donné envie de changer pas mal d'aspects de leur vie quotidienne, 39% de la modifier à la marge, donc là ça coûte pas très très cher, et 30% qui n'ont pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit dans leur vie. Quand on regarde les résultats, on constate que ces résultats sont assez corrélés, là pour le coup, contrairement à la question du début, par l'âge. Ça, c'est une donnée assez classique. Plus on est jeune, plus on a envie de changer de vie et plus sans doute c'est possible psychologiquement de se l'imaginer. Et à l'inverse, plus on est âgé, plus on est dans une forme de stabilité ou de conservatisme. Autre élément de clivage, là pour le coup la variable sociologique revient au grand jour avec une part non négligeable des catégories populaires qui ont envie de changer de vie, mais sans doute que cette aspiration était déjà préexistante avant le Covid. Donc, si tout ne sera pas, enfin, tout sera sans doute plus comme avant qu'on l'avait pensé, avec une accélération des tendances de manière collective, il se peut que pour certains segments de la population, cette épreuve très particulière qu'a été le confinement a résonné dans des univers psychologiques particuliers, chez eux plus fortement que chez d'autres, et que parmi ceux qui avaient déjà entamé des réflexions sur un changement de vie, bah, peut-être que c'est l'occasion qui va produire un effet de cliquet, un effet de passage à l'acte dans les mois et les années qui viennent, mais là encore une fois, de manière assez contrastée dans la société. Donc voilà un petit peu à grands traits ce que recèle cette enquête. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis je passe la parole maintenant à Guillaume Erner et à Robert. Merci beaucoup. Robert, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce qui a été dit? Merci pour cette prise de parole très complète. Robert, je vous laisse la parole si vous souhaitez réagir. Non, bah, je vais tout de suite passer la parole à Guillaume et puis je garderai les réactions communes aux deux interventions après, mais je suis sûr que Guillaume va lui-même réagir. Hein, et en plus, à France Culture, il y a deux caractéristiques, c'est à la fois tricolore et bio. À Public Sénat aussi. On est les deux également. Mais oui, moi en fait, j'ai envie de dire deux choses par rapport à cette présentation très intéressante. Il y a beaucoup de chiffres qui sont assez contre-intuitifs dans ce qu'a dit Jérôme et qui nous permettent de voir que la notion de monde d'après, elle est en grande partie galvaudée et qu'on est bien dans le monde du pendant, donc dans quelque chose qui évolue beaucoup moins qu'on ne le pensait. En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes du point de vue sociologique dans une épidémie, deux choses qui sont assez différentes. La première chose, c'est que les sciences sociales étudient les épidémies depuis très longtemps parce que ce sont des moments particuliers dans la vie d'une société. En fait, on distingue une maladie d'une épidémie parce que l'épidémie, elle crée des conditions sociales, et ça depuis très longtemps, en fait, depuis le Moyen Âge, c'est-à-dire qu'elle instille de la méfiance, principalement. En fait, ce qu'on appelle maintenant la distanciation sociale ou la distanciation physique, elle a débuté très tôt, à partir du Moyen Âge, et elle pouvait prendre des formes particulièrement accusées, puisque au Moyen Âge, c'était des grands épisodes d'émissiarisation où on désignait des boucs émissaires. Il y a par exemple un cas pratique qui est toujours étudié en sociologie parce qu'il est particulièrement passionnant. Il s'est déroulé au cours du XIIIe siècle. Et ce cas pratique, ce sont des gens qu'on a appelés des cagots. Je ne sais pas si ce terme dit quelque chose à l'assistance, mais en tout cas, les cagots, ils étaient très connus au Béarn parce qu'on les accusait d'être des lépreux héréditaires. Et aujourd'hui, maintenant que la médecine a fait des progrès, on sait très bien que la lèpre n'est pas héréditaire. Et maintenant qu'on est très habitué au R0 et à un certain nombre de choses, puisqu'on est tous devenus épidémiologistes maintenant, eh bien non seulement la lèpre n'est pas héréditaire, mais en plus, elle est finalement assez peu contagieuse. Donc on a beaucoup réfléchi à ce qu'étaient les cagots, pourquoi voulait-on discriminer un groupe pendant les épidémies, et notamment l'épidémie de lèpre, pourquoi ça s'est produit dans le Béarn.
Et finalement, en sociologie, on sait maintenant que les cagots, c'était tout simplement les puinés, c'est-à-dire en fait les enfants qui étaient sans terre, alors ou bien les puinés ou bien les cadets, puisqu'à l'époque c'était seulement les aînés qui héritaient de la terre. Et donc il y a eu une sorte de caste de parias qui s'est créée de la sorte. Et ça, c'est à mon avis assez édifiant du fait que les épidémies sont des moments de méfiance. Et je trouve que cette méfiance, elle s'est particulièrement vue durant la période qu'on a traversée en France, avec, comme le montrait en fait Jérôme, des clivages parmi ceux qui ont vécu de manière particulièrement douloureuse, compliquée, inquiète la période. Alors, comme le disait Jérôme, il y a à la fois en fait la peur qui a fait agir les gens de manière passive. Il y avait aussi une forme de contrôle social très fort, de normativité, c'est-à-dire que il y a eu tous les épisodes que vous connaissez, tous les épisodes de délation avec des commissariats qui disaient s'il vous plaît, n'appelez plus pour donner votre voisin. Il y a eu un vocabulaire tout à fait étonnant qui est apparu dans la bouche de journalistes, par exemple la notion de relâchement. C'est quelque chose que l'on entend encore aujourd'hui. Relâchement, ça n'est pas un constat de fait. Normalement, les journalistes devraient s'en tenir à des constats de fait. C'est un jugement de valeur. On considère que quelqu'un se relâche moralement. Et on voit bien qu'il y a évidemment une forme de condamnation morale d'un acte. Et il y a l'idée finalement que toute une série de choses que l'on devait taire avant l'épidémie, parce que d'ordinaire, on n'a pas l'habitude de faire la morale aux autres, sauf éventuellement à ses enfants. Là, on pouvait le faire au nom d'un certain nombre de normes morales. Et donc ça donne finalement l'idée d'un pays assez éclaté, ce qui me renvoie évidemment au livre de Jérôme, L'archipel français, et donc l'idée qu'on a affaire à une société qui a de moins en moins de facilité à faire corps, puisque si vous n'avez pas lu le très bon livre de Jérôme, ce livre consistait donc à dire qu'il y avait une France qui était de moins en moins homogène, où en fait les vieilles structures étaient en train de se déliter, et il le montrait de manière particulièrement habile sur les prénoms. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, l'épidémiologie en sociologie, elle a deux sens. Bon, d'abord, étudier quelles ont été les épidémies dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, des grands épisodes de lèpre, comme je l'ai brièvement évoqué, mais l'épidémiologie, elle a aussi un autre sens en sociologie, c'est qu'elle peut permettre de montrer en fait comment des comportements deviennent des comportements qui se diffusent dans la société. Et du coup, en sociologie, même si on n'a aucune connaissance médicale, on utilise des modèles épidémiologiques. Et là, j'aimerais vraiment le point de vue de Jérôme, parce que moi, j'ai eu l'impression, au contraire, que cette France, que l'on décrit de manière éclatée, et je pense que la démonstration de Jérôme était particulièrement probante dans son livre, eh bien, c'est une France qui, finalement, s'est montrée assez cohérente, c'est-à-dire qu'un certain nombre de différences sociales, un certain nombre de stratifications, et d'ailleurs, tu disais dans ta démonstration, en fait, tu disais, finalement, les différentes attitudes qu'on observe, ce ne sont pas des attitudes qui sont corrélées à l'appartenance sociale des individus, mais elles ont plutôt trait à des caractères psychosociaux, à des choses qu'on explique mal, en tout cas avec les CSP seuls. Il faudrait étudier, par exemple, les valeurs des individus ou bien leur manière d'être. On a affaire à finalement une attitude plus cohérente des individus qu'on ne le pensait. Par exemple, j'ai été frappé qu'il n'y ait pas de clivage à l'intérieur de la France, de clivage politique. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, il y a un clivage politique très fort sur la notion de confinement. C'est-à-dire, pour le dire de manière brutale, le confinement, il est à gauche et la résistance au confinement, elle est à droite. Pour continuer à le dire de manière schématique, l'idée que l'économie passe avant les vies, alors ça n'est pas dit ainsi, mais c'est ce que dit par exemple quelqu'un comme Bolsonaro, c'est une idée de droite, alors que l'idée des démocraties, de la social-démocratie ou de la gauche, consiste à dire qu'on peut désencastrer des considérations économiques au profit de conditions sanitaires, et c'est ce qui a conduit, par exemple, en France, Emmanuel Macron à dire qu'on allait assumer
cette crise sanitaire coûte que coûte. Eh bien, ça, en France, ça n'a pas eu lieu. Et justement, quand on prend un certain nombre de pays, on voit qu'il y a eu des débats assez forts. Regardez, en Allemagne, récemment, il y a eu une manifestation de l'extrême droite contre un certain nombre de mesures jugées liberticides, consistant donc à vouloir maintenir un confinement que l'extrême droite refusait. En France, j'ai surveillé par exemple un certain nombre de publications ou alors des comptes Twitter appartenant à des individus qui ont plutôt des opinions radicales. Eh bien, aucun n'avait des formulations tranchées sur le confinement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Ça veut dire que finalement, la France, au-delà donc des disparités qu'on connaît, est un pays qui est plutôt finalement encore emprunt à la fois au contrôle social, ça c'est probablement le mauvais côté des choses, mais qui conserve encore une forme de cohérence et de morale. La morale chez Durkheim, qui est donc un pionnier de la sociologie, c'est ce qui permet à un corps social de demeurer homogène. Et finalement, la France, malgré les affrontements, malgré la défiance très forte à l'égard de l'exécutif, est un pays beaucoup plus homogène que d'autres pays dans l'épisode, en tout cas, de cette pandémie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Oui. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, effectivement, il y a pas mal d'éléments qui nous interrogent sur les modèles qu'on a pu développer. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu de clivage politique sur le bien fondé du confinement. En revanche, nous, d'autres enquêtes qu'on a pu mener ont montré que sur des sujets connexes, par exemple sur l'affaire de la chloroquine et de la figure du professeur Raoult, on avait instantanément les lignes de faille habituelles qui s'étaient redessinées, que selon qu'on était plus ou moins gilet jaune, eh bien, on se positionnait pour ou contre le professeur. Donc ces clivages n'ont pas disparu, mais effectivement, dans cette grande parenthèse, je pense que la peur a quelque part un peu tout écrasé et a mis quelque part un peu tout le monde d'accord sur le bien fondé du confinement, sur la nécessité de le respecter, et que effectivement, ni dans la sphère politique, ni dans la société d'en bas, si on peut parler comme ça, eh bien, de voix ne se sont faites entendre. Cette adjuvant de la peur a été massif, hein. Nous, on a vu par exemple que le premier tour des municipales qui s'est déroulé, donc, on s'en souvient, 48 heures avant l'entrée du confinement, et donc ça fait couler beaucoup d'encre. Le premier tour des municipales s'est déroulé dans un climat de très forte inquiétude, et l'abstention a progressé de 20 points par rapport à 2014, hein, au précédent scrutin. Donc 20 points, c'est colossal. Et dans les enquêtes qu'on a pu mener, il apparaît que parmi les abstentionnistes, eh bien, on a à peu près 20 points du corps électoral qui nous disent ne pas être allés voter, notamment chez les seniors, par crainte de la contamination, hein. Donc tout ça pour dire que cette peur, encore une fois, a été massive et qu'elle a quelque part peut-être homogénéisé ou pendant un temps remis la société un petit peu à plat et aplani un certain nombre de fractures et de clivages. Oui, alors, effectivement, mais là aussi, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que la peur, ça n'est pas une donnée de base. Parce que quand tu vois, par exemple, aux États-Unis, Mike Pence refuser de porter un masque dans une situation où le bon sens inciterait à en porter un, tu vois que tu as affaire à une construction sociale. C'est-à-dire que Ouais. aujourd'hui, en France, à peu près tout le monde est convaincu qu'il existe une maladie qui s'appelle la Covid-19. Alors celle-ci peut être plus ou moins grave, etc. Mais en tout cas, on a une représentation claire de cette maladie. Ailleurs, on est allé jusqu'à douter de l'existence de la maladie au début. Ça, c'est pas uniquement un caractère étranger, mais cette défiance, elle est restée assez permanente, de telle sorte que l'analyse en fait de cette crise sanitaire, alors ou bien si on veut être charitable avec les régimes populistes comme avec celui de Bolsonaro, on a un trade-off, un arbitrage qui consiste à dire la crise qui va suivre
le confinement va être tel que finalement, les vies qu'on va épargner avec le confinement, on va les perdre après. Et donc, il vaut mieux ne pas arrêter la machine. Ou alors, on a une vraie représentation autre, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur parce qu'ils ne voient pas la maladie. C'est-à-dire que pour eux, c'est une sorte de construction gauchiste. Sur la chloroquine, tu as entièrement raison, mais alors là aussi, d'après les différentes choses qu'on peut recouper sur Internet ou ailleurs, on voit bien que l'idée qu'il pourrait y exister un complot des big pharma et Oui. qui justifierait le refus de cette molécule est quelque chose qui soude un certain nombre de gens avec des polémiques extrêmement vives. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est que un épisode comme l'article du Lancet, qui est un article particulièrement foireux, est quelque chose qui va donner Ah évidemment oui. beaucoup de grain à moudre à tous ces complotistes. Alors, alors peut-être juste pour après laisser la place aux questions, euh, une différence peut-être qui a existé entre la situation française et ce qui s'est passé au Brésil ou aux États-Unis, c'est que nous n'avons pas eu de leader politique, voire institutionnel, parce que c'est quand même les présidents des deux pays, qui ont enfourché des positions visant à minimiser ou à nier la dangerosité du virus. Et donc, peut-être que si tel avait été le cas, une partie de la population aurait pu se rallier à cela. Là, le fait qu'il y ait eu un consensus pour une certaine communion, si je puis dire, dans le diagnostic qui était posé dans la sphère politique et médiatique, a peut-être aussi facilité l'établissement d'un consensus ou une certaine homogénéité dans le reste de la société. Oui, mais justement, Robert, Jérôme, vous avez l'habitude aussi de discuter avec des politiques. Ce qui est intéressant, si tu veux, et singulier, c'est qu'aucun politique ne se soit emparé de ce thème. Quand tu prends aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen, les deux éléments constants, finalement, contre Emmanuel Macron, consistent à dire vous n'avez pas assez protégé les Oui, Français. oui, oui. Aucun d'entre eux, si tu veux, n'a choisi une stratégie. Ce n'est pas la stratégie que je préconise. Je m'étonne juste Oui, qu'elle ne soit pas apparue dans l'échiquier politique français. Aucun n'a dit, par exemple, le confinement est liberticide. Tu vois, un discours qui serait un discours beaucoup plus édulcoré, qui consisterait à dire le confinement est liberticide, on va faire payer aux jeunes un certain nombre de ouais, vies épargnées chez les vieux. Bref, des choses qu'on a lues sous la plume d'essayistes, pas trop encore en France. Hein. C'était quelque chose de très marginal. Mais ouais. c'est étonnant en fait. Alors, est-ce qu'il faut imputer ça au fait que la France demeure malgré tout un pays très cartésien où les seuls qui s'en sortent à peu près dans ce climat de défiance, ce sont les scientifiques? Est-ce qu'il faut se dire que finalement la France est un pays qui est moins complotiste qu'on ne le pense et qui croit effectivement qu'il existe des choses qui s'appellent des virus qui peuvent tuer? Voilà, c'est la question que je me pose. Je n'ai pas vraiment de réponse. Alors, J'observe juste qu'une réaction qui a été très présente à l'étranger n'a pas été présente en France. Il y a alors, peut-être juste un point là. Il y a peut-être une raison aussi qui est que très vite, la chose politique a justement laissé la place à vraiment à la domination des experts. Et du coup, je pense que ça a aussi, je dirais, ralenti ça a ralenti ce type de clivage. Ça les a aussi un peu éliminés. C'est-à-dire que la parole était devenue tellement celle des experts qu'on avait le sentiment que tous les politiques étaient à la remorque, sauf à un moment où ils se sont opposés, c'est au moment de décider du premier tour des élections, où là, on a vu apparaître des stratégies politiques liées au premier tour. Mais sinon, j'ai le sentiment qu'on a essayé, en tout cas, ce qui s'est passé, il y a eu une dissolution de la chose politique durant cette période, et en tout cas pendant assez longtemps, une délégation aux experts. Ça a aussi, je pense, joué sur l'absence de clivage. Vous en avez parlé à des politiques, Jérôme, Robert, est-ce que parce que tu vois, la présence des experts, tu l'as aux États-Unis. Bolsonaro a usé 2 ministres de la santé, tu vois, ce qui est complètement délirant. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour ces gens-là, s'essuyer les pieds sur la science, c'est pas du tout quelque chose qui les dérange de manière fondamentale. Non, mais je pense que le sentiment des politiques a été
que dans la mesure où s'était installée cette domination des experts, il y avait une vraie difficulté à aller à l'encontre. Et je pense que ce qui s'est passé après autour de Raoult est le seul élément vraiment différent par rapport à l'expertise. Parce que c'est une expertise orthogonale, grosso modo, à l'expertise majoritaire. Donc, voilà, et je pense que les deux moments sont effectivement les élections et tout ce qui a été autour de Raoult, où là, on a revu des clivages politiques se former. Jérôme ? Bon, juste peut-être un élément aussi à verser au débat. Les pays que Guillaume cite ne sont pas sur notre continent. Et nous, en France, il y a quand même eu le précédent très rapproché, dans tous les sens du terme, chronologique et géographique, de l'Italie, qui a énormément marqué les esprits, hein, avec ces photos de régions entières complètement à l'arrêt, avec des morgues saturées. Et donc, quelqu'un qui aurait dit ce truc n'existe pas, c'est qu'une grosse grippette, c'est pour servir un agenda politique, c'était très très compliqué. Petite piste aussi sans doute, ces régions du nord de l'Italie, elles sont gérées par la Ligue du Nord, donc proche de Marine Le Pen, et donc celle-ci, c'est pas non plus, n'a pas trouvé, si vous voulez, de fenêtre de tir qui soit propice, hein. En général, elle n'hésite pas à convoquer des exemples étrangers. Donc là, la faillite de la gestion dans le nord de l'Italie ne servait pas sa cause. Et puis, vous avez eu du côté des Britanniques et des Américains, donc Johnson et Trump, au début, une attitude assez goguenarde vis-à-vis de ce qui se passait sur le continent européen. Et puis très vite, ils ont quand même été rattrapés par la réalité. Le clou du spectacle étant le fait que Johnson lui-même tombe malade, Trump, on ne sait pas trop. Et donc là aussi, Marine Le Pen s'est trouvée en défaut de modèle extérieur qu'elle aurait pu invoquer ou convoquer pour mettre en cause la politique publique qui était menée en France. Parce qu'on voyait bien que cette crise sanitaire balayait tous les pays et que tout le monde la prenait de face. Alors certains l'ont mieux négocié que d'autres, les Allemands, mais que globalement, tous les pays ont été logés un petit peu à la même enseigne. Donc ça aussi, je pense que ça a joué pour le fait qu'il n'y ait pas eu de voix dissonantes qui puissent percer le consensus. Laisser la place Robert, je peux juste intervenir? Oui. Ouais, ce que je voudrais rebondir sur le débat et poser aussi cette question aux deux intervenants. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'en France, on a une classe politique traumatisée par le scandale sanitaire et qui a la mémoire des scandales passés, alors le sang contaminé, l'amiante, le Mediator, etc., qui a la mémoire de scandales sanitaires, si on parle du sang contaminé, qui ont coûté des carrières, notamment celle de Laurent Fabius, et qui du coup, finalement, a peur d'un discrédit un peu définitif, pour ne pas avoir assez, bon, on peut penser aussi à la canicule, enfin on en a plein, pour ne pas avoir assez protégé les Français et pour avoir été négligent. Et que du coup, si on est dans cette représentation-là, et quelle que soit la classe politique, un peu traumatisée par ces scandales passés, et avec l'idée que l'opinion ne supporte pas la négligence ou la sous-protection, il n'y a aucun gain politique ni aucun gain d'opinion à aller sur le terrain trumpiste ou populiste, effectivement, de la liberté, de on en fait trop, parce qu'à l'arrivée, le gain politique est nul. Non, qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Alors je pense, oui, c'est un élément intéressant. Je pense que ça a joué profondément. J'entendais Philippe de Villiers qui racontait ses conversations avec le président de la République. Là, il le racontait sur un plateau de BFM il y a quelques jours en disant que le président lui aurait dit qu'Édouard Philippe gérait son risque pénal dans cette période du déconfinement. Et très tôt, on a eu effectivement cette espèce d'épée de Damoclès, cette judiciarisation de l'action publique, avec le précédent que tu mentionnes des scandales sanitaires antérieurs qui sans doute ont plombé un petit peu. Si je reviens juste à Marine Le Pen, c'est intéressant parce que Marine Le Pen très vite, du coup, a, comme tu dis, plutôt choisi la stratégie non pas trumpiste, mais de critique d'une insuffisante préparation. Elle a été reprise de volée par quelques journalistes qui ont ressorti ces déclarations au vitriol sur la gabegie qu'aurait
constitué l'attitude qui avait été celle de Roselyne Bachelot de commander des tonnes de vaccins et de masques lors de l'épidémie d'H1N1 qui ne s'est finalement pas abattue sur le pays. Donc à l'époque, on a critiqué la gabegie, donc là on était plutôt dans une stratégie trumpiste, et puis rattrapée par donc du coup ce précédent-là, elle a été quand même un peu clouée au sol en fait. C'est vrai que ce sont deux éléments intéressants, mais alors là, par exemple, parce qu'aux États-Unis, on sait ce que c'est qu'une class action lawsuit. Enfin, on a aussi tout à fait la possibilité de judiciariser des actions sanitaires. Et alors, ce qui est intéressant, quand tu évoquais l'exemple de l'Angleterre, en Angleterre, ce sont les entreprises qui ont confiné avant l'État, comme elles ont eu probablement effectivement très peur qu'il y ait ensuite des salariés qui se retournent contre elles. Bien avant que Johnson ne décide d'un confinement, les entreprises avaient déjà demandé à leurs salariés de télétravailler pour qu'il n'y ait pas de risque de ce type. Merci. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. Il y en a déjà quelques questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit ou également à demander la parole pour pouvoir les passer à l'oral. Je laisse la parole à Sacha qui va vous lire les premières questions qui ont été posées. Bonjour à tous. Alors, nous avons effectivement une question donc sur l'étude elle-même, où on nous dit que voilà, dans une étude comme celle-ci, on est évidemment sur du déclaratif. Un mois après la fin du confinement, les faits confirment-ils ces déclarations ou cela reste-t-il du domaine de l'intention? Dans la question, la personne cite notamment l'envie de déconsommer, est-ce qu'elle se traduit déjà dans les chiffres, la distribution commerce physique, électronique, ou encore une nouvelle distribution du temps. Jérôme Fourquet, peut-être. Oui, alors là, cette enquête, on l'a rappelé, a été faite du 19 au 20 mai, donc c'était une semaine après le déconfinement. Il nous manque un peu de recul pour l'instant pour voir comment les choses se stabilisent. Bon, ce qui est clair, c'est que sur ce que nous, on croit déceler en matière de consommation, et c'était déjà le cas avant, c'est un phénomène de polarisation entre une partie de la société qui va être sur cette logique de moins consommer, consommer mieux, plus local et plus bio, parce qu'elle est convaincue, notamment à l'aune de cette crise, que la menace écologique est là. Et puis une part très importante de la population qui, bien qu'ayant intégré la problématique environnementale et les dégâts du réchauffement climatique, n'entend pas changer de rail et entend continuer de vivre sur le même mode et le même pied, pas forcément très luxueux d'ailleurs, hein, qu'elle avait choisi précédemment. Et donc là, on va avoir, je pense, dans les mois et les années qui viennent, ça va être un sujet de tension très fort. C'était déjà celui-là qui avait poussé à la crise des Gilets jaunes quelque part. Hein. Donc on va voir ça. Quand on regardait, par exemple, alors ils les mettent plus en accès libre maintenant, mais nos confrères les panélistes de la consommation comme IRI et Nielsen, donc là aussi, ça a été une grande parenthèse, ce confinement. On a eu accès à des données auxquelles on n'a jamais accès habituellement. Avait montré qu'il y avait deux segments de consommation qui avaient beaucoup augmenté dans la dernière période du confinement, hein, passé le rush sur les produits de première nécessité. Une fois que tout le monde s'était un petit peu calmé, c'était d'une part les produits bio et d'autre part les produits d'entrée de gamme type MDD, marque de distributeur. Donc on avait bien nos deux populations avec nos deux comportements qui se dégageaient. Donc il faudra suivre les choses à l'avenir. Et donc pour revenir à la question initiale, il est un peu tôt pour se prononcer, mais premièrement, mais deuxièmement, les tendances vont se dessiner, mais elles seront pas forcément univoques. C'est-à-dire qu'on va dire les gens, ça, souvent vous savez, on dit les gens, les Français, ben, on peut avoir une partie des Français qui va effectivement s'engager davantage dans la déconsommation, pendant qu'une autre va continuer de vouloir consommer comme avant. Et donc les deux tendances peuvent être à l'œuvre et à un moment ça amener à être en télescopage. Merci. Une autre question qui nous a été posée.
Alors, on est dans un débat sur les Français confinés, mais néanmoins, voilà, quid des gens qui travaillaient presque comme d'habitude, le personnel médical, les commerçants, dans la mesure où tout le monde n'était pas confiné. Est-ce qu'on observe des intentions différentes chez ces publics aujourd'hui, ou est-ce qu'elles sont finalement similaires à celles des Français confinés? Alors, dans l'enquête, là, on n'a pas posé la question de savoir aux actifs quel avait été leur statut d'activité pendant cette période. Donc, je ne peux pas répondre précisément. En revanche, on a d'autres enquêtes qui ont conduit à des résultats assez intéressants. D'abord, et on revient sur la fragmentation ou l'archipélisation de la société, ces premières et ces deuxièmes lignes sont très très diverses. Elles ont une expérience commune, celle de travailler ou de continuer de travailler sur site pendant la période du confinement, mais elles l'ont vécu de manière parfois très très contrastée, très très différente. Je vous prends juste un exemple. C'est un verbatim dans un entretien Cali qui m'a marqué, d'une jeune vendeuse en boulangerie en région parisienne qui disait ouais, les caissières en grande surface, elles au moins, elles ont une vitre en plexiglas, elles sont protégées parce que Carrefour ou Auchan leur a payé ça, alors que moi, ma patronne m'a pas payé ça. Et puis, on l'a poussé un peu dans ses retranchements, puis il nous dit après, ah bah oui, puis les infirmières, elles sont applaudies tous les soirs au balcon, mais il n'y a personne qui nous applaudit, nous, les vendeuses. Et donc, on se dit que dans le monde d'après, l'idée qu'il y ait un front commun, parce que Denis Maillard appelle la France du back-office, hein, voilà, toutes ces premières lignes, tous ces travailleurs de l'ombre. Tout ça, à mon avis, c'est un peu hypothétique parce que on a la tyrannie des petites différences, pour reprendre les classifications de François Dubé, et que au sein de ce monde des premières et des deuxièmes lignes, on a eu des expériences qui ont été très très différentes. Ça a été aussi différent en termes d'activité économique, hein. Là, je reprends le cas de la caissière, enfin de la vendeuse de la boulangerie, qui était resté ouvert, mais qui a expliqué que sa patronne avait vu son chiffre d'affaires être divisé par 2 pendant le confinement, alors qu'à quelques encablures de là, un boucher, lui, se frottait les mains parce que les gens cuisinaient plus, on l'a vu, et donc avaient consommé bien davantage. Donc il y a pléthore de situations, et donc c'est pas évident qu'il y ait là non plus une communauté, une communion d'expériences qui permettent de souder ces publics dans l'avenir. Par exemple, quand il s'agira de demander des rétributions financières ou symboliques, parce que beaucoup de ces gens auront eu le sentiment d'avoir porté, de manière assez légitime, ce sentiment, le sort du pays sur leurs épaules. Mais est-ce qu'ils arriveront à déboucher sur une mobilisation collective? Je pense que c'est un peu hypothétique. Sympa. Allô? Excusez-moi, je reprends, pardon. Une autre question, observez-vous des écarts dans les tendances comportementales post-confinement dans les régions et ou entre zones urbaines et zones rurales? Alors, ça ramène d'ailleurs à une autre question qu'il y avait parce qu'on a évoqué les franciliens sur la question du déménagement tout à l'heure. oui. Y a-t-il une rupture de l'agglomération parisienne par rapport au reste de la France sur d'autres questions? Alors peut-être Samuel veut en dire un mot, ou sinon je peux le faire, mais. Samuel? Alors, allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors. Non, c'est bon, je suis là si tu veux. Ouais, vas-y, Samuel. Je tape sur mon micro. Vas-y, Samuel, si tu veux. Non, enfin, sur la façon de vivre le confinement et sur nos premières questions, on voit qu'effectivement, s'il n'y avait strictement aucun clivage social, il y avait un tout petit peu sur le lieu de résidence qui est un tout petit peu plus discriminant. Pas de différence entre les urbains de province et les ruraux, mais par contre,
un sentiment négatif sur le confinement un peu plus prégnant, tout en restant minoritaire chez les Franciliens ou en tout cas au sein des habitants de l'agglomération parisienne. Mais globalement, quand on regarde notre sondage ou l'ensemble des enquêtes qui ont été faites, que ce soit le baromètre de l'IFOP ou le baromètre de suivi de la crise et du confinement de BVA, il n'y a jamais eu de différences et de variations importantes dans les perceptions et la façon de vivre le confinement entre zones urbaines et zones rurales. Ce qui est étonnant, mais ce qui est la réalité des chiffres. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Jérôme. Non, c'est ça. Une autre question sur la question du changement de vie. On dit l'impression qui prédomine, c'est qu'une majorité est dans le ni plus ni moins. Est-ce de l'indifférence à la crise et à sa sortie, ou plutôt l'expression d'une demande forte de normalité? Alors, je ne pense pas que ce soit une indifférence face à la crise. On voit dans d'autres enquêtes de l'IFOP que 85% de la population s'estime inquiète face aux perspectives, aux conséquences économiques et sociales de la mise à l'arrêt du pays pendant 2 mois. Donc les Français, majoritairement, sont conscients que les choses sont en train de tourner vinaigre et que les prochains mois s'annoncent très très durs pour toute une partie d'entre eux. La réponse dans le ni plus ni moins tient sans doute peut-être à la construction de notre questionnaire qui était sur la vie quotidienne, hein, c'était le thème, et donc la vie personnelle de ces individus, et qui, autant au plan macro ou en tant que citoyens peuvent être inquiets, autant sur leur vie à eux, n'ont pas forcément majoritairement l'intention de changer du tout au tout, avec quand même, j'attire l'attention, ce score de 10% de gens qui veulent vraiment changer de vie. Alors tout le monde ne le fera pas, mais 10% extrapolé à la population adulte en France, ça fait pas loin de 5 millions de personnes qui vous disent une semaine après le confinement, tout ce qu'on a vécu là, moi j'ai envie de changer vraiment d'orientation, de vie. Encore une fois, c'est sans doute, on le sait en psychologie, des effets de déclic comme ça qui s'opèrent avec un effet de maturation qui arrive à son stade terminal. Mais il est possible que dans différents secteurs, on assiste à des changements de trajectoire, à l'émergence de nouveaux profils dans les mois et les années qui viennent, et que le point de départ aura été ces 2 mois très particuliers que nous avons vécus. Et donc, si au global, les choses n'auront pas forcément changé, peut-être que pour plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 ou 2 millions de Français, je ne parle pas de ceux qui vont perdre leur boulot, mais il y aura des réaménagements de vie qui vont être parfois assez radicales. Alors, je vais me faire porteur d'une question moi-même, mais en fait, c'est une question que je vais me contenter de lire, mais que je vais adresser à Guillaume, parce que c'est une question très, très difficile. C'est ton sentiment sur le fait qu'aujourd'hui, apparaît ou non en France une crainte, et est-ce qu'elle est perceptible pour l'observateur, sociologue et journaliste, d'atteinte aux libertés à travers l'état d'urgence. Et on voit même qu'il y a une forme de rapidité pour réfléchir à la fin de l'état d'urgence. Ça, c'est une première question d'un de tes collègues. Eh bien, justement, je suis très étonné par cela. Ça fait partie vraiment de mes interrogations. La question finalement des atteintes aux libertés n'est pas une question qui porte en France. Alors, il y a un certain nombre de personnages, d'intellectuels qui les portent, mais même si certains bénéficient d'un certain succès, je pense par exemple à Sureau, qui a fait ce livre chez Gallimard, ce tract remarqué au sujet d'une France qui finalement n'apprécie pas la liberté. Quelques responsables politiques l'ont fait, alors par exemple sur l'application Stop Covid, à mon avis avec une certaine mauvaise foi, parce que chacun comprend que cette application, en fait, elle ne permet pas de tracer véritablement les mouvements des uns et des autres. En fait, c'est pas ainsi qu'elle fonctionne. On a vu des discours politiques contre cette application. Alors, est-ce qu'on peut expliquer le fait
cette application apparemment a été très peu téléchargée, puisque j'ai lu en fait que seulement 2% des Français l'avaient téléchargée. Si c'est le cas, c'est vraiment un chiffre très faible. Est-ce qu'elle a été peu téléchargée parce que précisément les personnes avaient peur d'être traquées? Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que le discours sur la liberté, c'est un discours qui ne porte pas du tout en France, et c'est quelque chose qu'on peut relier avec un certain nombre de pratiques pendant le confinement qui ont été particulièrement âpres dans notre pays. Par exemple, les dérogations. On est l'un des seuls pays à avoir utilisé des formulaires dérogatoires avec, je crois, l'Espagne et l'Italie. Et donc, c'est très étonnant parce que finalement, ça rejoint le discours rousseauiste sur le fait que la France est un pays qui apprécie beaucoup la liberté sur le plan abstrait, mais qui, dans les faits, lorsque les individus se voient privés d'une liberté, eh bien, finalement, a assez peu de réactions et en tout cas, pas véritablement de mouvement social en sens contraire. Il y avait un prolongement à cette question, que je vais te délivrer aussi, qui était, est-ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les mouvements sociaux actuels et les protestations contre les violences policières un effet du déconfinement, c'est-à-dire qu'on a gelé les relations sociales, et est-ce que cette décongélation pourrait expliquer aussi ce type de mouvement? Ben, en tout cas, ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de revendications qui étaient présentes, mais à l'état latent, parce que le discours sur les violences policières, le discours sur le racisme de la police, c'est un discours qui est très ancien, c'est un discours qui, a priori, existait sans avoir aucune conséquence. À l'époque des Gilets jaunes, c'était vraiment un discours qui était ultra marginal, qui était complètement ignoré par la puissance publique, et il était tellement ignoré qu'on pouvait imaginer qu'il s'agissait d'une stratégie, c'est-à-dire l'idée de ne pas du tout vouloir entendre ça. Et aujourd'hui, soudainement, c'est quelque chose qui devient central, alors même que finalement, mais ça, Jérôme pourra le dire mieux que moi, un certain nombre de sondages montrent finalement que ce point de vue, il est partagé par un tiers des Français, ce qui veut dire qu'il y a 2 tiers des Français qui finalement sont proches de la police, considèrent que la police n'est pas violente. Et donc, c'est assez étonnant qu'il percole aujourd'hui précisément. Alors, est-ce que c'est lié à un certain nombre de prises de conscience? Est-ce que c'est lié au fait qu'il va falloir donner du mou à la jeunesse parce que sinon on va avoir affaire à des mouvements plus violents? Je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme. Alors, juste pour peut-être revenir sur la question sur les libertés, je pense peut-être que si la société française ne s'est pas, ou en tout cas des parts importantes de la population ne se sont pas mobilisées ou ne se sont pas manifestées contre des atteintes aux libertés, c'est peut-être parce que objectivement, on reste un pays de liberté. Et donc, le contrôle du confinement n'a pas été celui de la Chine. Et justement, on parlait de ces manifs contre les violences policières. Les manifs qui ont rassemblé plus de 20 000 personnes, la première, étaient des manifs interdites. Et donc, on voit en France qu'on peut rassembler 20 000 personnes en période de déconfinement, malgré l'interdiction de la préfecture de police, et que les gens manifestent en toute quiétude, sans se faire charger par les policiers. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui pas de conscience dans la population que on vit sous une chape de plomb et qu'on est dans une situation qui est pré-dictatoriale. Ça, c'est le premier point. Après, sur pourquoi ça sort maintenant, ben moi, je pense qu'il y a un élément qui est majeur, qui est l'impact des images, l'impact de la mondialisation des réseaux sociaux. Et donc, il y a à la fois cette soupape peut-être de la jeunesse qui, après avoir passé 2 mois chez papa-maman, veut se dégourdir les jambes, mais plus sérieusement, il y a les images de George Floyd. Hein, je pense que ça, c'est massif. Et moi, je suis très frappé par l'importation des slogans, où mot pour mot, on les traduit même plus en français. Alors, c'est vrai que ça sonne bien en anglais,
Mais on voit voilà, on veut déboulonner les statuts de Colbert, etc. etc. Et donc, quelque part, vous avez, pour moi, là, une onde de choc mondiale sur ces violences policières. On a même eu des manifs contre les violences policières et contre le racisme de la police au Japon, racisme anti-noir, donc ça laisse un petit peu pantois, ce côté un peu mimétique et grégaire au niveau planétaire, et qui s'était déjà manifesté au moment de l'affaire MeToo, par exemple. Hein, vous savez, il y avait une onde de choc comme ça, très très massive, qui se déploie dans des délais très très courts. Après, qu'est-ce qu'il en reste à long terme? C'est plus compliqué. Et comme Guillaume l'indiquait, effectivement, les sondages qui sont réalisés auprès de la population actuellement montrent que les forces de l'ordre bénéficient toujours d'une bonne image, y compris dans une majorité de la jeunesse. Parce qu'on dit la jeunesse, c'est pas toute la jeunesse qui aujourd'hui, même si c'est des pans importants, mais qui partagent le combat de ces militants. Je vais juste peut-être réunir deux questions et les poser à ma façon, mais elles sont assez convergentes. Je pense que et Guillaume et Jérôme, vous pouvez y répondre, en tout cas, contribuer à y répondre. C'est l'inflation de textes, de médias, de paroles sur le monde d'après. Et finalement, dans l'étude, le monde d'après n'est pas aussi apparent et en rupture, donc même s'il y a, comme le disait Jérôme, des choses qui s'accélèrent. Et deux, est-ce qu'il est trop tôt ou déjà trop tard pour voir ce monde d'après transformé en quelque chose de plus politique, un élan politique pour ces transformations? Voilà. Peut-être, Guillaume, tu commences? Moi, je pense que ce qui est vraiment un vrai délice, c'est de voir en fait que tous les intellectuels, tous les politiques qui prennent la parole sur le monde d'après voient dans ce qui s'est passé depuis 3 mois la confirmation de ce qu'ils ont toujours pensé. Donc là, il y a quelque chose vraiment de fabuleux. Donc ça va. Jérôme a cité Nicolas Hulot, mais j'ai lu un texte de Sormand où il voyait dans les difficultés françaises à se procurer des masques et des tests le signe que l'État français était complètement défaillant et qu'évidemment il fallait laisser la libre entreprise se saisir de la question des masques. Il y a aussi sur le même thème une interview de Gauchet que j'ai trouvé très dure dans Le Monde, le philosophe Marcel Gauchet, où il expliquait que maintenant on voyait que la France était un pays complètement relégué, alors même que si on prend la mortalité en France du fait de la Covid, on se rend compte que la France s'en sort plutôt bien par rapport à des pays qui vont de l'Italie à la Suède. Donc, on ne peut pas dire que l'État a été complètement vacant. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, ce sont plutôt en fait, vous savez, l'expression américaine qui dit qu'il ne faut surtout pas gâcher une bonne crise. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît particulièrement accusé. Je vois très bien à quel point il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être très compliquées à replier et à remettre dans leur boîte. L'exemple le plus typique, c'est par exemple la question du numérique. Je ne vois pas comment le télétravail, comment un certain nombre de gains de productivité ne vont pas être opérés. Et pour rebondir sur ce que Jérôme disait sur la question des caissières et des premières lignes, ce qui est particulièrement terrible et cynique dans l'évolution à laquelle on va assister, c'est qu'en fait, ces gens à qui on a dit on a tenu grâce à vous, eh bien, beaucoup d'entre eux vont se retrouver au chômage tout simplement parce que les drives, parce que les services de livraison, bref, tout ce mouvement-là est un mouvement qui va complètement s'accélérer. Jérôme? Oui, alors, sur le monde d'après, alors je pense que c'est une réaction un peu instinctive de notre monde intellectuel et philosophique de phosphorer instantanément dès qu'il y a un événement qui se produit. Donc c'est peut-être là-dessus. Alors il y a aussi, comme disait Guillaume, les gens qui ont essayé de refourguer plus ou moins en fraude leurs théories anciennes. Et puis il y a ceux qui ont fait le wishful thinking en disant justement il ne faut pas gâcher cette crise et qu'au moins cette crise
nous fasse prendre conscience et qu'il faille changer des choses. Là, est-ce qu'il est trop tard ou pas, ce qui est en train de se jouer, par exemple, et donc on ne va pas forcément reprendre exactement les mêmes rails, c'est sur, par exemple, le fléchage des aides pour la relance économique. Et donc là, il y a une très forte bataille entre ceux qui disent on est passé d'une urgence sanitaire à une urgence économique et sociale, et donc le monde d'après, c'est d'après-demain, donc on a le temps. Par contre, moi, j'ai tout de suite maintenant X dizaines d'usines à sauver, X centaines de milliers d'emplois à préserver. Et donc, est-ce que la relance économique va être fléchée vers un soutien au secteur économique traditionnel, ou est-ce que la voie qui consiste à dire c'est le moment ou jamais d'opérer cette grande migration, une mutation vers la transition écologique qu'on reportait toujours au calendrier grec parce qu'on disait que ça allait menacer des secteurs qui avaient des intérêts importants, comme tout a été mis à plat, autant rebâtir sur de bonnes bases. Et donc là, je pense qu'on va avoir peut-être, parce que c'est maintenant que ça se joue effectivement, dans les semaines et les mois qui viennent, au sein du gouvernement et peut-être de la majorité, quelques débats sur dans quel sens il faut qu'on aille, avec quand même toujours la prime à l'immédiateté, à l'urgence, qui va s'imposer fortement. Juste, je vais me faire l'écho d'une dernière question en la résumant. Sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même, au-delà de la majorité des gens qui a respecté, la grande majorité qui a respecté le confinement, finalement, on a vu apparaître deux populations très différentes qui n'ont pas respecté ou qui ont été censées ne pas la respecter. D'un côté, si je suis caricatural, les bobos parisiens qui ont quitté Paris massivement, et de l'autre côté, les petits gars du 9-3 qui n'ont pas respecté, en tout cas facialement, dans les médias, le confinement. Est-ce que ça apparaît dans l'étude? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça ou dans d'autres études? Alors, plusieurs choses là-dessus. Ça a été perçu, ça c'est assez clair. Les Français l'ont identifié. Il y a bien évidemment un fond de réalité. Il y avait l'IFOP, on avait mené une enquête là-dessus justement sur le grand exode sanitaire, et les données de l'opérateur de téléphonie Orange ont confirmé qu'il y avait toute une partie de la population, alors francilienne, mais aussi des grandes métropoles régionales, qui étaient partis se mettre au vert. Alors, parfois, c'était un peu caricaturé, en disant, voilà, c'est les bobos, les cadres, etc. On voit qu'une bonne partie de ceux qui sont partis sont aussi soit des étudiants, soit des très jeunes actifs qui n'ont pas un niveau de vie exorbitant et qui souvent sont dans des logements assez exigus dans les grandes villes et qui sont retournés pour l'essentiel, non pas dans les maisons de campagne, mais tout simplement chez leurs parents. Donc ça, il y a ce phénomène-là qui s'est opéré. Il a été massif. On parle de 15 à 20% de la population parisienne qui serait partie. Donc ça fait quand même des volumes importants. Et pour ce qui est des banlieues, là aussi, il y avait une situation pré-Covid qui n'a pas été fondamentalement changée, c'est-à-dire que on a des situations de précarité sociale qui sont plus importantes. C'est plus facile de respecter le confinement quand on est à 2 dans 70 mètres carrés que quand on est à 5 ou 6 dans 30 ou 40. On a aussi, il faut le reconnaître, un rapport aux règles, à l'ordre et aux consignes républicaines, on va les appeler comme ça, qui sont plus distendues dans ces territoires-là. Et effectivement, il y a eu un respect du confinement qui a été sans doute un peu moins soutenu. Cet élément-là, combiné à des éléments de moindre présence du système de soins et au fait que beaucoup des habitants de ces quartiers, quand ils travaillent, occupent justement ces jobs de la première et de la deuxième ligne, tout ça a fait que la Seine-Saint-Denis, mais comme dans d'autres quartiers similaires aux États-Unis, en Suède ou en Allemagne ou à Londres, ont été durement touchés par le virus. Donc c'est un faisceau d'éléments qui a fait de ces quartiers, de ces populations, des populations plus exposées. Anaïs, Sacha?
Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On a posé toutes les questions, voilà, en faisant des synthèses parfois de certaines questions, mais je pense qu'il n'y aura vraiment aucune frustration quant aux questions qui ont été posées. Merci à tous les spectateurs aussi d'avoir posé toutes ces questions qui nous ont permis de continuer le débat. Je rappelle justement pour ceux qui étaient présents que je vous enverrai une synthèse ainsi que l'enregistrement de ce débat, de ce webinaire demain. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Robert, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin va être tout à fait court et tout à fait promotionnel. Alors, si vous voulez continuer d'avoir de nos nouvelles, et nous essayons pratiquement tous les jours de produire un nouvel article, un nouveau contenu, mais aussi vous retrouverez des liens avec nos différents webinars, nos différents travaux sur les sujets des petits débats. On a donc un site qui s'appelle 11, donc le 11 en chiffres, 11mai2020.co, donc 11mai2020.co, où vous pouvez y compris retrouver un certain nombre de jeux de mots dont je suis friand, mais que je n'ai pas pu utiliser ce soir, j'en suis désolé. Et je voudrais tous vous remercier, et remercier nos deux intervenants, Merci à vous. Anaïs et Sacha, et puis tous les participants, tous les spectateurs et tous ceux qui ont posé ces excellentes questions. Merci à vous tous et à très bientôt, peut-être pour des aventures présentielles. Merci. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.